Tous les samedis, ici même, nous donnerons la parole aux candidats des principales villes de la région. Un tour auvergnat des municipales qui commence à Aurillac. Bienvenue dans La Voix est libre. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité. Voici donc le premier de 4 débats que nous allons consacrer à 4 villes de la région. Après Aurillac, suivront Moulins, Montluçon et Clermont-Ferrand. Ce premier rendez-vous est donc consacré à la préfecture du Cantal, à Aurillac, avec sur ce plateau 2 invités, 2 têtes de liste. Pierre Matonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour la gauche, vous représentez la gauche, Parti Socialiste, PRG, Parti Communiste, on y reviendra. Vous êtes maire sortant, vous avez succédé à Alain Calmette lorsqu'il a démissionné de son poste de maire après avoir été élu député du Cantal. Face à vous, Jean-Antoine Moise, bonjour. Alors, vous êtes tête de liste, je ne sais pas s'il faut dire UMP, on va en parler dans un instant. En tout cas, vous représentez la liste de droite, vous êtes conseiller municipal et communautaire sortant, vous êtes aussi conseiller régional, vous avez succédé à Alain Marlex quand il a quitté la région, et vous avez annoncé que vous démissionneriez aussi si vous étiez élu maire d'Aurillac. Voilà, je précise, pour être tout à fait complet, que si vous êtes les seuls invités sur ce plateau, c'est qu'à ce jour, il n'y a que 2 listes vraiment déclarées à Aurillac. D'autres formations politiques essaient en ce moment d'en mettre une sur pied, avec, semble-t-il, quelques difficultés. Et puis je signale aussi aux téléspectateurs qu'à tout moment, vous pouvez réagir dans ce débat par les réseaux sociaux, le hashtag LVEL, La Voix est libre 15. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, peut-être un mot justement sur vos listes respectives. Pierre Matonnier, je l'ai dit, Parti Socialiste, PRG, Parti Communiste, pas Europe Écologie Les Verts cette fois. Pourquoi? C'est vraiment une divergence de vue sur les programmes ou c'est une divergence sur la distribution des sièges? C'est plutôt une divergence sur la distribution des sièges. Nous avons fait un mandat, toute l'équipe de gauche réunie. On a passé un mandat qui s'est bien passé, qui a été constructif. Malheureusement, dans le cadre des négociations interparties, j'ai proposé à Europe Écologie Les Verts d'avoir un poste d'adjoint à la mairie d'Aurillac et un poste de conseiller délégué à l'agglomération. Ils souhaitaient un poste de vice-président que je ne pouvais pas leur proposer. Donc c'est une question de poste et l'Europe Écologie Les Verts est en ce moment en train de monter sa propre liste. Il n'y est pas parvenu. À l'heure où nous parlons, à mes côtés, Patricia Olivieri, bonjour, rédactrice en chef de l'Union du Cantal. Peut-être la même question, je ne sais pas, pour Jean-Antoine Moise sur l'UMP, non? Alors, Monsieur Moise, on vous a connu il n'y a pas si longtemps, secrétaire départemental de la Fédération UMP. Aujourd'hui, la liste que vous allez présenter s'annonce sans étiquette. Est-ce qu'il y a quelque part quand même l'UMP derrière? Est-ce qu'il y a une volonté sciemment non déclarée de se cacher derrière une non-étiquette? Ou comment interpréter tout ça, en fait? Je vais vous rassurer, Madame Olivieri. Oui, je suis de droite. Ce n'est pas une difficulté. Et pour être tout à fait clair, je ne vais pas me colorer en rose pour tenter d'être maire. Ce que je sais seulement, c'est que je suis de droite et qu'à côté de moi, il y a des gens qui sont du centre, il y a des gens qui sont apolitiques, c'est la majorité d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent de la gauche, socialistes, communistes, et qui ont souhaité à un moment donné quitter le Parti socialiste local, considérant que celui-ci était un peu enfermé dans des logiques de pouvoir interne, et que je pouvais apporter un projet. Et donc on élabore un projet en commun avec une priorité, c'est donner un avenir à Aurillac. Et c'est là-dessus qu'on a bâti un projet. Pas d'affichage politique, donc on... J'ai pas dit ça. Je dis, je suis de droite. Ce sera du divers, quoi, en gros. Je suis droite. Je suis droite. Il y a des gens qui sont apolitiques et nous présentons une liste d'opposition à une mairie en place depuis 30 ans, une équipe en place depuis 30 ans, parce que Pierre Matonnier a avec lui des candidats qui sont déjà élus depuis 1983. C'est sans doute le gage de la compétence, mais c'est aussi le gage de la pérennité d'une équipe en place et donc d'un passé assumé. Voilà. Bien, alors ces petites précisions sur les listes étant faites, je vous propose pour annoncer ce débat de partir d'un constat que vous faites d'ailleurs tous les deux. C'est le problème démographique à Aurillac, moins de 2500 habitants en une dizaine d'années, c'est beaucoup. Alors tout le monde évidemment n'a pas quitté le Cantal, certains ont quitté la ville-centre pour les communes périphériques, ça se redistribue un peu comme ça dans toutes les agglomérations. À votre avis, Pierre Matonnier, déjà pourquoi 2500 habitants pour vous quittent Aurillac? Alors c'est un phénomène effectivement réel que connaissent beaucoup de villes-centres et particulièrement la strate de la ville d'Aurillac, parce qu'il se produit évidemment plusieurs phénomènes. Mais l'analyse des chiffres
doit être un peu approfondie et un peu plus analysée, justement, pour faire apparaître ce qui, à mon sens, est important. La première chose, et c'est l'analyse que fait l'INSEE sur la période de 1999 à 2012, une tendance forte, c'est que la ville d'Aurillac renforce son pouvoir d'attractivité en termes d'emploi. Parallèlement, la zone périurbaine, c'est-à-dire la zone des communes limitrophes de la ville d'Aurillac, dont 50% des actifs travaillent en centre-ville, c'est considérablement élargi. Aujourd'hui, des gens font plus de 50 km aller, 100 km aller-retour pour venir travailler en centre-ville. La ville d'Aurillac, qui est de 28 000 habitants, a sur son sol 22 000 personnes qui viennent travailler. Donc aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que le problème de cette baisse démographique est un problème d'urbanisme et de proposition de logement. C'est l'axe que nous avons mis en œuvre dès le mandat actuel, puisque nous avons ouvert des zones, que ce soit l'écoquartier du Vienninck, la ZAC d'Elitas, la ZAC de Condorcet, qui ont de suite été fournies en termes d'occupation et d'habitation. Il faut donc, si on veut lutter contre cette baisse démographique, poursuivre le projet que nous avons de construction et d'offrir des terrains. On peut comprendre que des habitants souhaitent avoir une maison, un jardin. Des jeunes couples, c'est tout à fait légitime. Maintenant, à nous, pour lutter justement contre cette dégradation de l'environnement, pour ces personnes-là, faire des kilomètres, c'est donner envie non seulement de travailler, mais de vivre aussi dans le centre-ville. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on fasse ramener sur de la construction, et c'est l'offre de construction qui est la solution. Monsieur Moins, le diagnostic est partagé, c'est le déficit d'offres locatives ou de logements ou d'habitat qui explique l'érosion démographique. Vous avez notre analyse? Non. D'abord, ce n'est pas une fatalité. C'est que c'est pas... Aurillac, effectivement, se trouve en très forte déperdition de population. 2500 habitants en ville-centre. C'est énorme. Je rappelle simplement que l'équipe précédente avait indiqué que son premier défi, c'était de rétablir la population. Donc c'est un échec. Deuxièmement, ce n'est pas une fatalité parce que d'autres collectivités qui sont aussi enclavées, Mende par exemple, ou Le Puy, ont vu effectivement une baisse de population, mais très moindre. On est sur un taux de 0,3% par an. Nous, on est sur 1,5% par an. Donc il y a une nette différence entre ce qui se passe ailleurs et chez nous. Autrement, on nous dit, mais ça va dans la Caba, donc c'est pas bien gênant. Il faut dire pour la Caba, c'est la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Vous avez raison, M. Vincent. Donc, ça va dans le comité d'agglomération. Mais même si ça allait dans le comité d'agglomération, et donc même s'il y avait un maintien de la population dans le cas de l'intercommunalité, ça n'arrange pas les Aurillacois. Parce qu'en réalité, les finances de la ville d'Aurillac, ce sont les impôts payés par les Aurillacois et pas par les Itracois ou la Parjonnais. Donc on a besoin d'avoir des Aurillacois en ville. Deuxièmement, les dotations, elles sont en faiblesse parce qu'on a moins de population. Donc le diagnostic, c'est un échec cuisant et important. Deuxièmement, les réponses. Ce n'est pas uniquement un problème de logement. C'est un problème de logement, mais on a aujourd'hui 700 logements vacants en centre-ville d'Aurillac. On va y revenir sur les logements. Bien sûr, et c'est important. On va y revenir. On va y revenir. On a 700 logements vacants, donc il y a déjà une offre de logement. Par contre, on a une imposition importante, depuis tout temps. On a des difficultés de stationnement. Et donc c'est un ensemble d'éléments. Et en plus, un manque d'activité économique en centre-ville. Voilà, alors là, vous avez posé tout d'un coup tous les problèmes, parce que finalement, toutes les propositions que vous faites dans vos programmes découlent justement de ce constat de la baisse démographique. Alors, vous avez parlé lié à cette baisse des logements. Je vous propose tout de suite, avec Pascal Félix, de voir un peu les enjeux, de revenir sur cette baisse démographique et les enjeux, notamment en matière de logement. Selon l'INSEE, la ville d'Aurillac compte 27 924 habitants. En 10 ans, elle a perdu 2600 résidents. Aurillac subit un déficit naturel. Sa population diminue de 1,5% chaque année. Une baisse constante, malgré l'attractivité certaine de la capitale cantalienne pour les jeunes ménages, notamment en termes d'emploi. Les communes périphériques comme Saint-Paul-des-Landes, Ytrac ou Arpajon voient leur population augmenter nettement. Un effet de vase communicant pour des ménages qui veulent être proches de la capitale, mais pas forcément y vivre. Dans le centre d'Aurillac, entre 7 et 10% des logements seraient vacants. Selon la mairie, cela serait dû au manque de qualité des logements ainsi qu'aux loyers peu attractifs. La ville a lancé plusieurs programmes de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. L'un de ses fleurons, l'écoquartier du Vienninck. Sur une ancienne friche, 180 logements, des commerces et des bureaux. Les propriétaires ou locataires ont en moyenne 40 ans et sont en majorité salariés de la fonction publique. D'autres programmes immobiliers neufs sont en cours à Aurillac. Voilà, ça c'est pour la périphérie, on va dire un peu de la ville elle-même. Maintenant sur le centre-ville, Pierre Matonnier, 700 logements vacants. Est-ce que la vétusté, les loyers, ça explique tout ?
Cette synthèse est très intéressante parce qu'on voit qu'il y a deux axes. Il y a à la fois le travail sur la périphérie et l'offre de neuf qu'il faut absolument maintenir. Dans mon programme, je propose de donner des zones à urbaniser pour que justement le prix des terrains baisse sur la commune d'Aurillac, mais il y a aussi le travail sur le cœur de ville. Le cœur de ville, c'est l'OPARU, c'est le pic de l'Aqaba, donc des projets importants qui ont concerné déjà une centaine de logements. Et ce que je constate du programme en cours actuel, c'est que quand ces logements sont rénovés, ils trouvent des locataires, et ils trouvent des locataires qui ne posent pas de difficultés, ni de paiement de loyer, ni d'occupation. 700 logements, c'est vrai, 250 insalubres. Donc, premier constat, il faut travailler sur l'insalubrité. C'est le projet que nous avons eu dans le cadre de l'OPARU et du programme d'intérêt général de l'Aqaba. Deuxième opération, reconstruire la ville sur la ville. Le travail à l'îlot, ce que l'on fait sur Saint-Géraud, ce que l'on fait sur l'îlot des Frères Champs, ce que l'on fait sur Gerbert. Tout ce travail-là, c'est aujourd'hui la force d'Aurillac, la chance d'Aurillac en quelque sorte, c'est d'avoir certaines friches en cœur de ville qui nous permettent d'appuyer ces programmes de construction. Donc il faut avoir une démarche proactive dans ce secteur-là, autant par des promoteurs que par des bailleurs sociaux. Travail sur les bailleurs sociaux. Jean-Antoine Moas. D'abord, élu du conseil municipal de la ville d'Aurillac, j'ai soutenu l'OPARU et nous on a effectivement voté l'OPARU. Donc qu'il y ait une rénovation, un besoin de rénovation urbaine, on est tous d'accord là-dessus. Et ce sera prolongé. Sans doute d'ailleurs faut-il améliorer les conditions, ouvrir les conditions d'octroi d'aide pour la rénovation de ces logements insalubres, en mauvais état. Ça, c'est une certitude. La question, c'est est-ce que ça suffit? Moi, ma conviction, c'est que la rénovation de logements ne suffit pas, qu'il faut aussi accroître l'offre de stationnement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un stationnement au Square, à Aurillac, en plein centre. Il nous faut 3 ans d'attente pour avoir un parking en résident. C'est très long. Autre élément, il faut avoir l'activité économique dans le centre. Parce que ma conviction, c'est que quand on a la possibilité d'avoir un logement en centre-ville, on aura encore plus envie d'avoir un logement en centre-ville. Et donc il faut essayer de remettre de l'activité économique en centre-ville pour attirer la réutilisation de ces logements vacants en centre-ville. Voilà ma conviction. Et en réalité, c'est un des axes qui nous différencie avec Pierre Matonnier. Qu'on soit bien clair. Leur idée, c'est on construit, on construit, on construit. Très bien. On construit et on n'a pas d'habitants. On n'arrive pas à réimplanter de la population et on n'a pas d'activité économique qui revient en centre. Et je pense que c'est effectivement un axe majeur. On construit et on rénove, puisque les 110 logements qui ont été rénovés sur l'OPARU et sur le PIG depuis que l'opération est commencée, depuis 2 ans, aujourd'hui, c'est des logements de centre-ville et de propriétaires privés. Donc je pense que on ne peut pas contraindre les gens à habiter dans des appartements qui ne correspondent pas aux standards actuels de vie. Les gens veulent du soleil, veulent de la luminosité, ils veulent aussi, et c'est vrai, de l'accessibilité, mais les parkings fermés, aujourd'hui, taux d'occupation 70%. Donc ce travail-là, il se met en place, je pense qu'on a les outils. Alors, vous l'avez tous les deux abordé, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. L'attractivité d'une ville, ça passe aussi par son dynamisme économique, par les emplois qu'elle propose, l'activité industrielle ou commerciale qu'elle propose. Alors là-dessus, je vous propose à nouveau de faire le point industrie, commerce avec Pascal Félix. Une entreprise aurillacoise qui doit partir pour prospérer, c'est l'exemple de Floro, distributeur de pièces détachées automobiles. En 2012, lorsque son départ vers Clermont-Ferrand a été acté, cela a été un choc localement. À nouveau, l'enclavement du Cantal a été mis en exergue, l'attractivité économique d'Aurillac remise en question. Un quart des effectifs de Floro redéployés sur la zone du Brézé, c'était une quarantaine de familles qui déménageaient. A contrario, une entreprise aurillacoise qui intéresse les investisseurs étrangers, c'est l'exemple d'Abeille, fabricant de couettes depuis 1870. Les Allemands d'Euroconfort ont racheté la société en 2011 en affirmant vouloir lui ouvrir les marchés européens. Pour cela, ils n'ont pas jugé stratégique de lui faire quitter Aurillac. La situation du petit commerce est elle aussi contrastée. Sur les 450 commerces de détail de la ville, une quarantaine seraient actuellement à céder. En 2013, le nombre d'entreprises ayant subi des défaillances a augmenté de 15% par rapport à 2012. Mais le nombre d'immatriculations de nouvelles sociétés a progressé dans les mêmes proportions. Voilà, donc là, je pense que tout a été dit. Vous pouvez continuer à réagir tout au long de l'émission, je le rappelle, sur les réseaux sociaux, le hashtag LVEL15. Alors Pierre Matonnier, on vient de le voir dans ce sujet, au niveau de l'emploi et donc de l'économie qui la sous-tend.
Deux situations assez contrastées, les entreprises qui déménagent, au moins une, on vient de voir le cas de Floro, d'autres qui ont fait le choix de rester bien implantés, qui se développent, qui innovent, et puis on a la situation intermédiaire avec des gens qui sont dans des marchés peut-être plus traditionnels, qui peinent à innover. C'est quoi la solution d'une part pour aider ceux qui sont en place à rester, et puis peut-être ce qui nous manque aujourd'hui dans le département, faire s'implanter de nouveaux emplois et donc des entreprises. Donc deux problématiques là sont évoquées. Une première problématique, la problématique industrielle et commerciale structurante, cas de Floro, cas abeilles. Et puis après une deuxième problématique qui est celui du commerce de centre-ville, que je connais très bien mais qui doit être traité de façon distincte. La première chose que je voudrais dire, c'est que abeilles est pour moi l'exemple marquant de ce que doit être une politique économique. On va peut-être rappeler justement. Difficulté très forte de cette entreprise, dépôt de bilan. Ancien quand même président du MEDEF local qui dépose le bilan, sollicitation de la collectivité, la communauté d'agglo, qui porte le bâtiment et qui a sauvé aujourd'hui 150 emplois avec un partenaire allemand qui prend une place leader sur ce marché et qui fait d'Aurillac la ville phare de la couette en France. Ce qui veut dire que Aurillac a des atouts majeurs dans le domaine économique et industriel. Et ce que disait l'INSEE dans cette étude précédente, l'attractivité d'Aurillac est toujours aussi forte en termes économiques. Alors, économie industrielle, économie commerciale. Un travail qui est fait depuis 2 mandats par la communauté d'agglo et par donc les élus de cette communauté. C'est l'offre structurelle. Premièrement, réagir sur des difficultés d'entreprise. On en a toujours les moyens. La collectivité en aurait les moyens aujourd'hui. Ces moyens-là, on les dégage parce que la compétence économique, c'est l'agglo. Et là, sauver l'emploi, ça fait partie d'un axe majeur. Et sur ce dossier abeille, je pense suffisamment bien le connaître pour dire qu'on peut faire des choses, comme malheureusement dans d'autres dossiers, on a vu des démarches avec beaucoup moins de succès. Mais structurellement, que fait l'agglo? Le village d'entreprise. 400 salariés sur ce site, village d'entreprise à 7e tranche, qui est aujourd'hui à l'étude, 6e et 7e tranche, qui est une pépinière d'entreprise équipée en très haut débit, qui a des entreprises comme l'Odyssée Interactive, comme Caliac, qui sont des leaders dans leur domaine. Deuxième axe structurel, la zone d'Esban. 40% aujourd'hui sont commercialisés, une zone industrielle de 20 hectares qui permet aux entreprises de s'installer. Troisième opération, la ZAC de la zone de la Sablière, une zone commerciale qui aujourd'hui, en termes d'attractivité de la ville d'Aurillac, lui permettra de jouer pleinement son rôle. Donc des axes structurants. Parallèlement, il y a toute une politique économique à mettre en place, notamment en gestion prévisionnelle des emplois. C'est un des axes de mon programme, mais je vois que mon temps de parole est dépassé. Non, je voudrais quand même encore entendre M. Moins aussi sur cette question de l'industrialisation et du commerce. Monsieur Moins, vous dites Esban, c'est un échec? C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre? Ça, c'est une certitude. Pourquoi? Esban, c'est 21 hectares. Aujourd'hui, on a vendu, ou en compromis de vente, sur 8 hectares. 40%. C'est-à-dire que depuis 2003, on a vendu 8 hectares sur 21 hectares. C'est, je le dis, c'est une friche qui, malheureusement, a un coût de revente de terrain qui est exorbitant. Parce que vous savez qu'avec l'aide du Conseil général, 30%, le Conseil général aide à 30% l'achat du terrain. Et malgré cette aide du Conseil général, le terrain est à 17 € le mètre carré. À Saint-Flour, on est à 9 € le mètre carré. Le département de l'Allier l'offre à 10 € le mètre carré. Et on est à Aurillac, en zone enclavée. Donc on ne peut pas être concurrentiel. Il y a quelque chose de très intéressant, on a parlé d'attractivité. À la région, je suis à la commission de développement économique. La commission de développement économique, on gère le FIAD. Le FIAD, c'était le Fonds d'investissement Auvergne durable. Et j'ai donc vu tous les dossiers de la région Auvergne. Quelque chose de très intéressant, c'est de voir la différence entre Saint-Flour et Aurillac. En 2 ans, nous avons subventionné ou aidé à hauteur de 810 000 € les entreprises de la ville de Saint-Flour et la communauté d'agglomération de communes plutôt de Saint-Flour. C'est une zone petite. Aurillac, c'est 440 000 € qu'on a versés. On voit bien la différence entre l'attractivité de la CABA, qui est très faible par rapport à une autre zone. Et donc, à l'évidence, il y a un travail à faire. Je dis qu'il y a du potentiel, mais il y a un travail à faire pour essayer d'être beaucoup plus attractif. C'est la zone d'Esban, essayer de réduire le coût de terrain si on veut effectivement que les entreprises puissent venir. C'est sans doute aussi une pépinière d'artisans qu'on pourrait installer sur la zone d'Esban. Et de la même façon, ce sont des pôles, c'est dans les éléments de programme, ce sont des pôles, notamment un pôle numérique, que l'on pourra axer dans l'îlot Saint-Eugène plutôt que de mettre un nouveau collège à l'îlot Saint-Eugène. Voilà, c'est des axes forts pour essayer de faire venir de l'activité économique
Alors, vous qui parlez ne soient de pas la liés différence entre Saint-Flour et Aurillac. Saint-Flour a quand même un avantage par rapport à Aurillac, c'est l'autoroute juste à côté. Oui. Est-ce que votre enclavement à la fois routier et ferroviaire n'est pas un handicap pour attirer des entreprises? L'enclavement routier, c'est une évidence. Par contre, nous avons des entreprises leaders. Je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser sur des chiffres un peu trop rapides de demande de subventions. À mon avis, le dynamisme de l'économie ne se joue pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui s'installent, qui se développent. Et je sais les demandes d'emploi qui aujourd'hui ne sont pas fournies. Une gestion prévisionnelle des emplois est une vraie problématique. L'avenir se joue là, sur la gestion prévisionnelle des emplois, des entreprises comme Oriplast, des entreprises comme Matière, des entreprises comme Pronobiof, des entreprises, je pourrais en citer, je connais très bien le monde de l'entreprise, et je sais que le dynamisme de ces entreprises est suffisamment fort pour même tenir l'attractivité si notre politique d'accompagnement se cible notamment sur cette gestion prévisionnelle des emplois, offre de formation, parce qu'il y a tout un travail d'anticipation de ces emplois à venir. Il faut accompagner les entreprises dans ce développement. La problématique aujourd'hui, nous sommes un des départements qui a le taux de chômage le plus faible. Nous sommes les seuls en gris quand toute la France était en baisse. Oui, mais c'est un élément pas neutre. Parce que des entreprises aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas la subvention qu'ils peuvent collecter par ailleurs. La vraie question, c'est de savoir s'ils auront les emplois pour remplacer les départs à la retraite qui viennent dans les 5 ans à venir. Vous savez très bien, M. Bâtonnier, qu'un faible taux de chômage, ce n'est pas forcément signe de bonne santé. Je suis d'accord c'est avec vous, surtout signe d'un département vieillissant. Oui, mais ce qui veut dire surtout, mais l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui et qu'il faut travailler, et c'est aussi un des axes de mon programme, c'est de savoir comment on va répondre à ces remplacements d'emplois sur des entreprises qui sont aujourd'hui très rentables. Bon, je vous propose de revenir quand même sur le centre-ville et sur son attractivité. On parlait tout à l'heure de logement, de commerce. Je vous propose de refaire le point là sur l'urbanisme un peu de ce centre-ville avec Pascal Félix à nouveau. En matière d'urbanisme, existe un véritable serpent de mer, vieux de 15 ans, celui de l'îlot des Frères Charmes. Au programme, 45 logements sociaux et un centre commercial. Mais pour qu'il puisse voir le jour, reste un obstacle à balayer, le magasin Janoul ou Paysan, dont les propriétaires ne répondent pas aux sollicitations d'achat de la mairie. Seule solution alors, son expropriation. Le projet est mené par la ville, mais n'est pas réellement un partenariat public-privé. Un cahier des charges a été remis à des promoteurs qui doivent assurer le financement. La municipalité a tout de même mené des études et assuré des subventionnements à hauteur de 700 000 €. Sur l'emplacement de l'îlot des Frères Charmes, la mairie avait un temps pensé installer le multiplex cinéma, qui s'est finalement retrouvé place de la Paix, soulevant un nouveau problème d'urbanisme, celui des parkings. 300 places ont disparu. Jean-Antoine Moins évoque une autre disparition, celle du projet du pôle d'échange intermodal, l'un des grands chantiers de la mandature d'Alain Calmette. Il devait regrouper trains, bus urbains, cars départementaux, navettes, avec à la clé un plan vélo comportant 19 km d'itinéraires cyclables au lieu des 7 de pistes actuelles. Pierre Bâtonnier, pourquoi ce pôle intermodal a disparu tout à coup du paysage? Il n'a pas disparu, on a continué à le travailler, mais c'est une situation relativement difficile parce que les propriétés appartiennent à FFR, à Fédération Française, Réseau Ferré de France. Réseau Ferré de France. Donc les discussions se poursuivent, les estimations sont en cours, le travail dans le programme il est de nouveau inscrit parce que je pense qu'il répond à un besoin, notamment en termes de stationnement, d'alimentation de la navette et de multimodalité. Mais on ne pourra pas fonctionner, le train n'étant pas un élément majeur, enfin étant un élément important, mais irriguant qu'un axe nord-sud de la ville d'Aurillac et n'ayant pas de transversale, il faudra réfléchir à une intermodalité certainement différente de celle qui a été mise en place dans des villes de la région Auvergne qui ont, elles, aujourd'hui leur pôle intermodal. C'est le premier point. Mais il y a eu un deuxième sujet qui à mon sens, est sensible, c'est l'îlot des Frères Charmes. Alors, l'îlot des Frères Charmes, pardon, c'est un gros sujet dont je me suis beaucoup occupé sur cette mandature, puisque en 2008, nous avions une problématique, comme ça a été dit dans le documentaire, de mettre le cinéma à cet emplacement. Techniquement, c'était plus possible, puisqu'on s'appuyait sur une étude datant de 2001, qui n'était plus pertinente, et plus aucun opérateur cinéma voulait intervenir sur ce site, qui est particulier et qui aurait entraîné des charges d'exploitation très fortes. Donc la réflexion a été de trouver un nouveau souffle à ce projet. Ce projet a été bien évidemment lancé. Nous avons lancé une déclaration d'utilité publique. Malheureusement, en cours de mandat, nous avons perdu 3 années suite à l'acquisition de Janoul Paysan par un des membres de l'équipe municipale. Ça a lancé une procédure un peu plus longue parce qu'il a fallu annuler la vente. Donc nous avons perdu 3 ans. Ce projet aujourd'hui, la DUP, donc l'enquête publique a eu lieu.
J'ai rencontré le commissaire enquêteur hier après-midi, qui m'a fait part des différentes observations. Je pense que nous aurons un avis favorable de la part du commissaire enquêteur. Jean-Antoine, moi, sur cet îlot des frères Charmes qui semble être vraiment l'Arlésienne d'Aurillac. Ça devait être la locomotive commerciale du centre-ville d'Aurillac. Alors, un conseil municipal, je m'étais autorisé à dire que c'était une voiture à pédales. C'était un petit jeu de mots. Il faut bien essayer de mettre un peu d'humour au conseil municipal. Mais il est vrai que c'est une Arlésienne, c'est qu'on ne sait pas comment on va en sortir. Il fallait exproprier. Et je me rappelle d'un conseil municipal qui devait être celui du mois de décembre 2010 où je disais mais pourquoi n'a-t-on pas exproprié depuis 2005 ? On serait devenu propriétaire, il n'y aurait pas eu ces discussions-là. On ne l'a pas fait à l'époque. Et un des anciens adjoints de l'urbanisme, effectivement, ayant relevé lors de ce débat, mais sans doute on aurait dû le faire, mais on ne l'a pas fait. On ne revient pas sur le passé. Donc aujourd'hui, effectivement, on a du retard. Aujourd'hui, on a du retard et on accuse effectivement le retard. Alors ça n'empêche qu'aujourd'hui, il faut qu'on en sorte. Et là, on a deux options différentes. C'est que moi, je soutiens aujourd'hui qu'à partir du moment où on sera devenu propriétaire, je rappelle quand même aux Aurillacois que, et vous l'avez rappelé, là, les études auront coûté aux Aurillacois 700 000 € qu'on ne retrouvera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, dans le projet actuel, si on imaginait de faire le projet actuel et si le promoteur souhaité par la municipalité en place imaginait de racheter les locaux à hauteur des 935 000 € qui ont été envisagés, pour les Aurillacois, ce sera toujours une ardoise de 700 000 €. C'est 2 points de taxe d'habitation. Je le dis, parce qu'on en parlera tout à l'heure de finances. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, il faut aller sur une autre idée. Alors l'idée qu'on a, c'est de venir déplacer le marché du centre-ville d'Aurillac, de venir installer dans l'îlot Frères Charmes un marché pour faire un marché permanent, pour que les commerçants qui y sont aient effectivement une vitrine permanente, régulière. Et que parallèlement au-dessus de ce marché, on maintienne une galerie commerciale et qu'on maintienne des bureaux. On a parlé d'une maison médicale, puisqu'aujourd'hui on a une déperte, ou une départ plutôt, de médecins, et d'une paire de médecins ou départ de médecins qui vont venir, compte tenu de l'âge des médecins. Et donc on a effectivement ce besoin d'avoir une maison médicale pour accueillir des médecins en centre-ville. Donc c'est un projet, et c'est contraire à toute idée de logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une locomotive commerciale, on est sur une demi-locomotive. On a peut-être la motrice, et le reste, ce sont des wagons en logements sociaux. C'est pas tout à fait la même chose. On a évoqué un emplacement initial du cinéma sur ce site. Le cinéma, M. Matonnier, c'est quand même... Je voudrais réagir sur l'îlot des Frères Charmes parce que c'est toujours intéressant. Ouais. Donc décembre 2010, M. Moins, je vous rappelle, vous devez vous tromper dans les dates parce que c'est la date où une de vos conseillères municipales s'est portée acquéreur de Jeannot le Paysan. Et c'est la date à laquelle nous avons exercé donc notre droit de préemption et avons contesté cette vente. Alors si à cette date-là, vous préconisiez la DUP, vous auriez dû me conseiller votre équipe municipale puisque, en l'occurrence, vous aviez une conseillère qui a acheté le fonds de commerce et nous avons dû perdre 3 ans en procédure judiciaire pour annuler cette vente. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai d'octobre 2010 et nous avons eu le résultat en mai 2012. J'ai bien les dates là et on pourra vous les communiquer, il n'y a aucun souci. Le deuxième élément, dire que l'îlot des Frères Charmes c'est du logement social, alors je suis scotché puisqu'il y a 20 logements sociaux et il y en a 25 qui sont en accession à la propriété. Donc je tiens à le signaler. Et troisièmement, de mettre un marché sur cet emplacement. Aujourd'hui, tout le commerce de centre-ville est basé sur un triptyque de stationnement. Hôtel de ville, square, gravier. Un triptyque d'attractivité, marché couvert, square, îlot des Frères Charmes. C'est ce triptyque qui permet d'oxygéner le centre-ville commerçant. Si on réduit la zone commerciale au contact îlot des Frères Charmes, Gravier, on réduira bien sûr la zone de chalandise. Et, conséquence immédiate, je pense que les commerçants de centre-ville seront contents. Oui, mais alors simplement, laissez-moi 2 minutes. Oui, pour les commerçants de centre-ville, 2 secondes. Pour les commerçants de centre-ville, si l'attractivité commerciale se limite de l'îlot des Frères Charmes au Gravier, autant dire que le commerce de centre-ville sera définitivement mort. Bien, on en reparle de tout cela dans quelques minutes. On va laisser la place à l'information, comme tous les samedis à cette heure-ci. Après le flash, on se retrouvera. Il nous reste quand même à parler du cinéma. Il faut en parler, il fait polémique. De Saint-Géraud, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces vestiges de Saint-Géraud? De gros sous, évidemment, il faut financer tout ça. Et puis l'intercommunalité. On se retrouve tout de suite.
La voix est libre, deuxième partie consacrée aujourd'hui à ce débat pour les municipales à Aurillac avec deux invités. Pierre Matonnier, c'est pour la liste de gauche, c'est maire sortant. Monsieur Jean-Antoine Moins pour la liste de droite, puisque ce sont les deux seules listes déclarées à ce jour à Aurillac. Alors, on a tout à l'heure vaguement évoqué le cinéma. Il paraît qu'il fait vraiment polémique à Clermont-Ferrand. J'ai parlé de Saint-Géraud aussi. À Aurillac, pardon, à Clermont-Ferrand. J'ai parlé aussi de Saint-Géraud, puisque les fouilles qui viennent d'être mises au jour posent maintenant problème. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vous propose de faire le point avec Pascal Félix. Le Cristal, le futur complexe cinéma Place de la Paix, est un chantier qui divise. Le prix du programme, son emplacement, son architecture sont autant d'objets de polémique. Il fait partie des grands projets de la ville. Avec 7 salles, 2 étages, 1100 fauteuils, le coût du projet avoisine les 10 millions d'euros, dont 800 000 euros de surcoût. L'opposition municipale estime que chaque fauteuil revient à 10 000 euros, soit une facture de 11 millions. Autre chantier aux conséquences financières imprévues, celui des fouilles de Saint-Géraud. Divine surprise ou cadeau empoisonné? Un peu des deux peut-être. Le conseil municipal a déjà débattu sur la conservation ou non des vestiges, sur leur mise en valeur totale ou partielle, et donc sur l'emprise urbaine qu'il sera possible de laisser ou non au site archéologique. Pour l'instant, pas de position définitive, d'autant que les recherches ne sont pas terminées et que les découvertes se succèdent. Mais un rappel tout de même, si les fouilles avaient été commanditées, c'était en prévision d'un projet urbanistique de révision du quartier. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez réagir bien sûr tout au long de cette émission. Le hashtag c'est LVEL15. Jean-Antoine Moins, le cinéma, c'est un autre scénario que vous auriez souhaité pour ce complexe. Rien ne va, ni l'emplacement, ni le coût du fauteuil, on l'a vu, élevé, dites-vous, ni la concertation préalable dont vous dites qu'elle a manqué sur ce dossier. Vous savez, il n'y a pas de concertation préalable au conseil municipal d'Aurillac. Quand vous êtes élu d'opposition, vous n'êtes pas considéré, il n'y a pas de réflexion sur le choix, sur le lieu d'implantation du cinéma. Et sur d'autres sujets. Et c'est comme ça, les élus d'opposition sont considérés comme étant des sous-élus dans la majorité, par la majorité actuelle et par Pierre Matonnier en conséquence. Ça, c'est le premier point. Donc on n'a pas été consulté sur le lieu. Deuxièmement, ce lieu va défigurer une place emblématique d'Aurillac, sur lequel d'autres projets auraient sans aucun doute pu être envisagés. Et parallèlement, c'est un coût exorbitant. J'ai lu dans la presse hier, avec un certain étonnement, que le projet ne coûtait plus 10 millions d'euros, mais 8 millions et quelques. Et qu'en conséquence, ça ne faisait que 1,5 million à la charge de la ville. Alors, ce n'est pas vrai. Il se fait que je suis membre de la commission consultative des marchés, et que quand on a examiné la commission consultative des marchés, le lot numéro 1, c'est le VRD. C'est le VRD qu'aujourd'hui, on veut sortir du coût financier pour prétendre que ce coût ne serait pas de 10 millions, mais plus que de 8 millions d'euros. Et donc, effectivement, et c'est assez logique, quand vous faites un cinéma, forcément, vous avez une emprise foncière. Et à partir du moment où vous cassez la place, vous devez faire une autre place autour. Donc, il est bien certain que la rénovation, les VRD, la place, c'est compris dans le coût du cinéma. Et donc, on est effectivement sur un coût qui est exorbitant. 9 700 euros le fauteuil, 2 fois le prix. Je peux m'avoir 30 secondes de plus. Bien sûr, on va entendre. Mais bien sûr, il se fait que le 2 février 2011, pour justifier l'emplacement, le choix sur la place de la Paix, on m'avait envoyé une note pour dire voilà, le cinéma sur la place de la Paix ne coûtera que 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 10 millions d'euros. Ça montre effectivement combien les évaluations financières ont été tronquées. Bon. Mais rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on parle de finances après, je vais faire très rapidement, mais ça impacte les finances. Donc, première chose, le choix qui a été fait, c'est de faire un cinéma en centre-ville. L'îlot des Fers-Charmes n'était plus possible. Nous avons fait le choix de faire ce cinéma en centre-ville parce que plus de 50% de la clientèle du cinéma, ce sont des jeunes de moins de 18 ans, donc qui n'ont pas de véhicule et qu'il faut pouvoir conserver sur le centre-ville. Deuxième raison, nous voulons avoir une attractivité forte du centre-ville pour garder la vie culturelle. Ce qui nous intéressait surtout pas, c'était d'avoir un cinéma en périphérie qui certes aurait coûté moins cher, mais qui aurait appauvri la vie culturelle et sociale aurillacoise le soir. Troisième élément, et c'est vrai que sur ce chiffrage, la différence, c'est la place. La place est un lieu de vie. Et on souhaite que ce soit le cœur entre la médiathèque, l'école de musique, les différents lycées, collèges proches d'Aurillac. Donc cette place doit avoir une vraie vie. Ça explique les 1,5 million d'écart. Mais on ne peut pas ramener au fauteuil le prix de l'aménagement de la place. Bon, ensuite, sur le financement, un dernier point simplement. Nous avons un opérateur qui est
Madame Davoine, qui exploite tous les cinémas à Clermont, qui connaît parfaitement un certain nombre, mais ceux de centre-ville en tout cas. Et bien sûr, elle a 70 cinémas, 70 villes à son actif. Elle connaît parfaitement l'exploitation des cinémas. Elle met 3,5 millions dans l'opération, ce qui nous permet d'avoir un équilibre sur cette opération absolument indolore pour les Aurillacs. Rapidement, mais vraiment rapidement, dernière question là-dessus, c'est sur Saint-Géraud, l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Après, on passe au financement de tous vos projets. Saint-Géraud, donc aujourd'hui, classement des vestiges aujourd'hui trouvés, réflexion sur l'avenir même du site pour une mise en valeur. Voilà, je ne peux pas rien dire de plus sur le site. Classement des vestiges, ces demandes de reconnaissance, elle est faite. Elle est faite. Classement au monument historique, au moins personne ne pourra les détruire. On est bien d'accord. Deuxième étape, la mise en valeur. C'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut savoir quelle partie mettre en valeur et comment la mettre en valeur. Jean-Antoine Moise, sur Saint-Géraud. Moi, je pense que les fouilles et découvertes qu'on a pu trouver sont une véritable opportunité. Et donc, il ne faut pas gâcher l'opportunité. À mon sens, il y a un pôle touristique à créer autour de Saint-Géraud pour redynamiser, revitaliser cet espace de Saint-Géraud, la rue Monastel, la rue du Buis, qui est une zone sombre et malheureusement sans vie aujourd'hui. Mais pour ça, il faut se donner du temps, sans aucun doute, mais aussi de l'espace. En gros, on va vous mettre d'accord sur ce dossier. Non, moi, je veux bien. Oui, mais tant mieux si on est d'accord. D'abord, tant mieux. Si on peut être intelligent l'un et l'autre, c'est une très bonne chose. Mais pour ça, il faut se préserver l'espace. Et la difficulté, en fait, c'est quoi? C'est le projet, aujourd'hui, de Logissense. Et il faut absolument que le projet de Logissense, donc projet de logements sociaux, qui était prévu à l'origine, soit purement et simplement stoppé, pour qu'on ait la possibilité de réfléchir à quelque chose qui soit intéressant en matière de dynamisme économique. Voilà. Monsieur Moins, être maire, c'est être serein face aux événements. Décider de stopper ou de faire, c'est une décision qu'il faut faire sur la base d'études. Aujourd'hui, de dire comme un doctrinaire, il faut stopper ou il ne faut pas stopper, ce n'est pas ma position. Ma position, on travaille les fouilles, on fait une étude et on regarde quelle mise en valeur est possible financièrement, culturellement, touristiquement. Voilà, donc on donne du temps au temps, c'est la conclusion. Alors parlons quand même du nerf de la guerre, c'est l'argent. On sait qu'aujourd'hui les collectivités locales et les communes sont vraiment pratiquement exsangues, sont vraiment à bout de ce qu'elles peuvent fournir. Pas de recettes, des dotations de l'État qui baissent, une marge de manœuvre fiscale qui est pratiquement nulle aujourd'hui. On ne peut pas augmenter les impôts. Donc on a l'impression que finalement les choix à faire, c'est pas tellement dans ce qu'on va faire, mais dans ce qu'on va ne pas faire. Qu'est-ce qu'on va sacrifier pour pouvoir financer le reste? Vous avez déjà fait des choix les uns et les autres? Pierre Matonnier. Vous me regardez, moi. Donc, rapide. Moi, ma position, stabilité des taux. Je ne peux pas m'engager, comme mon adversaire, à baisser les taux. Pour des raisons évidentes. Un point de fiscalité, c'est 350 000 euros. Donc aujourd'hui, nous avons une contribution des collectivités. Vous allez y arriver sans augmenter les impôts, sans les augmenter, stabilité des taux. Ça veut dire qu'il faut redistribuer les dépenses autrement, donc nous faire des choix. Nous serons amenés à faire des choix, c'est évident. Nous les faisons déjà depuis fort longtemps. Monsieur Moins, qui est présent au conseil municipal de toute la mandature, m'a annoncé toutes les fois, quand j'étais adjoint aux finances, et encore cette année, que nous allions dans le mur. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que vous sacrifiez, la fiscalité. Par exemple, qu'est-ce que vous sacrifiez, par exemple aujourd'hui, sacrifier, ce que nous savons, c'est que les dotations vont baisser de 400 000 euros cette année et l'année prochaine. Ça fait 800 000 euros. Nous savons aussi que la taxe sur l'électricité va diminuer, à peu près pour Aurillac 600 000 euros. Un point d'impôt, comme le préconise M. Moins, c'est 350 000 euros. Ça va se cumuler, c'est plus de 3,5 millions à budget base 2013 qui vont être obérés sur les finances de la ville. Or, les finances de la ville, c'est très simple, c'est 5,5 millions de capacité d'autofinancement. 3 millions de suppression de recettes, ça veut dire qu'on rembourse juste les emprunts, on ne fait aucun projet. Jean-Antoine Moins, vous préconisez, je crois, de baisser les impôts de 5%, c'est ça? Vous pensez, c'est réaliste? D'abord, je pense que je n'ai pas de leçon de bonne gestion à recevoir de M. Matonnier. Et je pense que dans mon équipe, celle-ci est aussi compétente et qu'il y a des gens qui ont la même compétence technique que M. Matonnier pour gérer la ville d'Aurillac. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la compétence, quand on passe de 6 millions sur un projet de cinéma à 10 millions, quand on met 700 000 euros sur l'OFR Charme en pure perte, quand on a mis 800 000 euros du parking de la place de la Paix, qui sont aujourd'hui purement simplement perdus, les 800 000 euros de la petite cabane où on met les chaises pour le prisme, qu'on n'avait pas imaginé au départ, tout ça ce sont des dépenses. Vous les avez votées, ça, c'est les dépenses de la cabane. Tout ça, ce sont des dépenses qui, effectivement, n'étaient pas contrôlées ou pas bien contrôlées, et qui s'accumulent et qui, effectivement, ont coûté cher. Donc, à l'évidence, il faut mieux gérer. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, je pense que l'attractivité de la ville d'Aurillac, ça passe aussi par la baisse des impôts. On a aujourd'hui, sur la ville d'Aurillac, les taxes d'imposition les plus élevées de la région Auvergne.
La moyenne des villes de même catégorie, c'est 16,77. Nous, on est à 21,77. On est à 5 points dessus. Il faut tenir compte des abattements, monsieur Moïse. On est à 5 Vous le points savez dessus. très bien. On est à 5 points dessus. Et donc, je viens soutenir que si l'on veut aussi permettre à des habitants de revenir dans le centre-ville, il faut aussi qu'il y ait un élément d'attractivité. Donc, c'est pas être au-deçà de la moyenne, c'est au-dessus. Alors, comment on fait ? Un, c'est sans doute moins de dépenses, ou dépenses mieux réfléchies. Et deuxièmement, c'est mutualiser les services. Et c'est l'intérêt de l'intégration plus importante de la ville dans la CABA. Alors, il reste 1 minute. Je vais vous poser une question à tous les deux, une réponse rapide. Est-ce que, pour chacun de vous, le maire d'Aurillac doit être le président de l'AGLO ou pas? Pierre Matonnier. Donc aujourd'hui, moi, je m'inscris dans une histoire et un engagement avec le Parti radical de gauche. Donc Jacques Mézard est président qui est 13e sur votre liste. Qui est 13e sur ma liste. Donc président. a priori, jusqu'au 31/12/2016, nous avons convenu qu'il aurait la présidence de l'AGLO. Après, ce sera soumis au groupe. Le groupe majoritaire de la ville d'Aurillac fera une proposition. Et je pense qu'il me semble souhaitable, dans le contexte actuel, que ce soit effectivement le maire d'Aurillac qui soit président de la communauté d'AGLO. Réponse rapide, Jean-Yves Moise. Vous avez bien compris, je n'étais pas sur des systèmes d'alliance de partis et d'accords pour qu'on soit sur une liste. Donc, je n'ai pas la même difficulté que Pierre Matonnier, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut effectivement que le maire soit président de la CABA. Pourquoi ? Parce que la ville d'Aurillac est la ville la plus importante de la communauté d'agglomération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, évidemment, avec les autres communes. Et il faut qu'il y ait un partenariat fort qui puisse être réalisé. Ce sera le cas. Et ça veut dire aussi que je ne suis pas un cumulard. Et donc, ça veut dire que comme je n'ai pas un cumulard, je l'ai annoncé et je confirme, j'abandonnerai mon mandat de conseiller régional pour être totalement disponible aux Aurillacois. Merci donc à tous les deux. C'est la fin de ce débat que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site auvergne.france3.fr. Merci à tous les deux. Merci Patricia Olivieri. La semaine prochaine, on s'intéressera à la ville de Moulins. Bel après-midi, bon week-end, à bientôt.